Isabelle Perron, bonjour. Bonjour, bon vendredi, bonnes vacances. Bonnes vacances, bon dimanche, bon week-end, bon jeudi, bonne soirée. Bon férié. Bon férié, c'est vendredi. Bref, le début de les vacances. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être des gens qui, à la minute où notre émission commence, embarquent dans la voiture, embarquent dans le camion. Je pense qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que le moment où tu tombes en vacances. C'est plus agréable que les vacances elles-mêmes. Ouais, c'est comme ce petit moment-là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui nous écoutez qui viennent de s'ouvrir une petite bière, peut-être un peu tôt? Il n'est pas tôt midi? pantoute. Non? Midi. Il est 4 heures à quelque part dans le monde, hein? C'est ça comme on dit. Ça, on se le dit même à 6 heures du matin. Il est midi quelque part dans le monde. Il est midi quelque part. Comme les Français mardi qui buvaient là, à 10 heures le matin sur la terrasse. En vacances, il n'y a pas d'heure. En vacances, il n'y a pas d'heure. Bref, grosse nouvelle aujourd'hui, Isabelle, après 33 ans, une nouvelle qu'on attendait presque plus. Un dossier qu'on croyait complètement fermé, celui évidemment de Daniel Jolivet, dont on vient d'apprendre qu'il obtiendrait un nouveau procès. Le ministre de la Fédérale de la Justice a déclaré que des erreurs ou une erreur judiciaire s'était probablement produite. Et donc, c'est pas un acquittement, ça ne veut pas dire qu'il est innocent, mais il y aura donc un nouveau procès et on va reprendre la preuve du début. Et pour que le ministre de la Justice demande ça, c'est qu'il y a assez de doutes, il y a assez de faits, de preuves au fait pour ouvrir l'affaire, pour qu'il y ait un nouveau procès. Donc, ça ne veut pas dire qu'il l'inculpe tout de suite. C'est simplement... Il y a assez de choses dans ce dossier-là pour rouvrir. C'est pas rien. Avec nous, aujourd'hui, on a Maître Nicolas Saint-Jacques, avocat de Daniel Jolivet, qui va tenir d'ailleurs un point de presse dans une trentaine de minutes. Bienvenue à Cube. Oui, bonjour. Vous recevez comment cette nouvelle-là aujourd'hui? Bien, évidemment, le mot qui nous vient en tête, c'est joie. Beaucoup de joie. C'était un combat qui était très, très long. Vous l'avez mentionné, là, 33 ans. Et M. Jolivet, ça fait depuis 1994 qu'il attend l'ordonnance de nouveau procès. Il est convaincu qu'il était victime d'une erreur judiciaire. Il a toujours maintenu son innocence depuis 3 décennies. Et finalement, après tout ce combat, ce combat ardu, je devrais dire, qu'il a mené avec beaucoup de courage puis avec l'assistance de beaucoup de personnes, eh bien, aujourd'hui, on peut dire que la justice a vaincu l'injustice. Pourquoi, justement, là, pour revenir un peu sur les faits, puis bon, cette décision qui a été annoncée aujourd'hui, pourquoi et sur quelle base est-ce que le ministre conclut qu'il y avait probablement erreur judiciaire en la matière? En fait, c'est assez compliqué de vous expliquer ça en quelques minutes, mais si je vous le résume, c'est qu'il y avait beaucoup d'éléments de preuve qui n'avaient pas été divulgués à M. Jolivet lorsqu'il a fait son procès, notamment en lien avec une supposée confession qu'il avait faite à un délateur, donc un témoin repenti qui travaillait pour l'État. Il y a beaucoup d'éléments, dans le fond, qui avaient été cachés, omis d'être divulgués, de sorte qui démontraient en réalité que la confession n'avait jamais eu lieu. Et le témoignage principal dans le dossier qui a mené à sa condamnation, eh bien, c'était le témoignage de ce délateur-là. Donc, il y avait beaucoup d'éléments, là, tout ce qu'on en découvrait en cours de route, qui remettaient en question la crédibilité, la fiabilité de ce témoignage, qui était la pierre d'assise de la condamnation. Et donc, à travers le temps, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui pointaient dans une direction haute. Notamment aussi, on a découvert à travers le temps qu'il y avait un suspect alternatif aussi. Les policiers avaient été avisés à l'époque de ce suspect-là et n'avaient pas enquêté la question davantage. Mais lorsqu'on regarde les faits qu'on a appris en cours de route, c'était quelqu'un qui était possiblement impliqué dans la commission des meurtres au lieu de M. Jolivet. Et qu'est-ce qui prend 33 ans à réviser comme ça? Pourquoi ça n'a pas été fait en 96, cette démarche qu'on fait aujourd'hui? Bien, ça a monté jusqu'à la Cour suprême du Canada. Donc, entre 1992, l'arrestation et la condamnation en 1994, il y a eu un processus d'appel. La Cour d'appel avait ordonné un nouveau procès et le ministère public a porté la cause à la Cour suprême qui avait renversé la décision en 2000. Et là, M. Jolivet, par la suite, là, a mené une enquête avec le projet Innocence Québec. Et en 2005, il a présenté une demande au ministre de la Justice fédérale pour réviser sa condamnation. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas tous les éléments qu'on a découverts en cours de route. On avait une petite portion. Et entre 2005 et 2025, il y a eu beaucoup de tractations, beaucoup je vous dirais, d'échanges, de back and forth, excusez-moi l'anglicisme, mais avec le ministre de la Justice fédérale. Et ça a mené finalement le DPCP à réviser son dossier. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur parce que le ministre de la Justice fédérale, jusqu'à tout récemment, ne voulait pas rouvrir la condamnation.
Mais le DPCP a révisé son dossier, il a regardé l'ensemble des nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été divulgués et il a admis en juin de l'année dernière, qu'ils avaient commis des fautes au niveau de la divulgation de la preuve et que ça avait eu un impact ou ça avait possiblement eu un impact sur l'équité du procès ou le verdict de culpabilité. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur qui a fait en sorte que le ministre fédéral a décidé de revoir sa position. Et là, on a eu la décision aujourd'hui. Est-ce qu'on rappelle que M. Jolivet est accusé des meurtres de Denis Lemieux, François Leblanc, Catherine Morin, Nathalie Beauregard. Maintenant, c'est quoi la suite des choses? Parce que là, on vous annonce ça aujourd'hui. Il y aura un nouveau procès. On va repasser par le processus judiciaire. Donc, ce n'est pas terminé. Là, c'est encore lourd ce qui s'en vient pour vous. Ce sont quoi les prochaines étapes? Alors, la prochaine étape va être beaucoup dans le camp du TPCP, je dirais, parce que là, on revient, on a une ordonnance de nouveau procès, on retourne comme en 1992. La condamnation, elle est cassée. Monsieur bénéficie de la présomption d'innocence. Et là, le DPCP doit prendre une position pour la suite des choses. Est-ce qu'ils vont continuer les procédures judiciaires contre M. Jolivet? Est-ce qu'ils vont déclarer qu'ils n'ont pas de preuves à offrir de sorte que ça va mener à l'acquittement de M. Jolivet? Ça va être le DPCP qui va prendre position, probablement dans les prochaines semaines. Évidemment, j'aurai des discussions avec le DPCP. On va échanger de plusieurs, j'imagine, renseignements et informations et avoir plusieurs discussions. Mais c'est ça qui nous attend là, prochainement. Mais le gros morceau, je vous dirais, c'est l'ordonnance de nouveau procès. Parce que c'est ça qui permet à M. Jolivet d'arriver au fil d'arrivée et de pouvoir démontrer son innocence, chose qu'il veut faire depuis tant d'années. Donc, si finalement le procès ne mène pas à une réponse positive, il demeure en prison. Sinon, c'est carrément la liberté. Présentement, il est en liberté. Oui. Et en attendant la position du DPCP, donc il y a des procédures à faire, mais il devrait demeurer en liberté. Si le DPCP décide qu'il ne va pas de l'avant, les procédures judiciaires seront terminées et donc M. Jolivet pourra être un noble complètement libre. Si le DPCP décide de poursuivre, il y aura la tenue d'un procès. Évidemment, vous comprendrez qu'après 30 ans, ça va être plutôt difficile de tenir un procès, étant donné que les témoins, il y en a plusieurs qui sont décédés. Et je vous dirais également que le délateur, là, qui était le témoignage, le témoin principal de la poursuite, eh bien, son contrat a été rompu avec l'État dans les années 2000. Alors, il ne collabore plus avec l'État. Alors, c'est sûr que refaire un procès dans ces conditions-là, ça risque d'être un peu complexe. Mais êtes-vous confiant pour la conclusion de tout ça? Oui. On l'est depuis le début. Écoutez, nous, ça fait depuis 2005 qu'on travaille, en fait, avant ça, 2002 qu'on travaille dans le dossier de M. Jolivet. Moi, ça fait 18 ans que je travaille dans son dossier, mais qui n'était pas l'avocat principal toujours dans le dossier. Maintenant, je le suis. Mais je veux dire, on a mis des milliers d'heures de pro bono dans son dossier. Pas des centaines, des milliers. Quand même. Alors, il faut quand même y croire. Parce qu'autrement, on aurait peut-être fait d'autres choses de notre temps. Donc, on y croit depuis le début. Puis, je vous dirais que la raison pourquoi on y croit, c'est que M. Jolivet nous a raconté l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi il est innocent. Et on n'avait pas tous les éléments de preuve. Il y a beaucoup d'éléments, comme je vous mentionnais, qui étaient cachés. Mm-hmm. Et en cours de route, au cours des derniers 20 ans, chaque chose que M. Jolivet nous disait se confirmait par des découvertes qu'on faisait en cours de route. Ouais. Alors, il ne pouvait pas prévoir ça, lui, à l'avance, qu'on allait découvrir des éléments qui allaient corroborer sa version, mais c'est le cas. Et là, à chaque fois, on se dit, c'est sûr, on avait une impression de départ, puis ça se confirmait en cours de route. Maître Saint-Jacques, question là, que je suis sûr que plusieurs personnes à la maison se posent. Monsieur Jolivet, s'il s'avère qu'il est innocenté de tout ça, il a 68 ans, il a passé 33 de ces années-là derrière les barreaux, possiblement à tort. À quoi a-t-il droit? C'est une bonne question. Est-ce que ça se rachète la moitié d'une vie au Canada? La réalité, c'est que ça ne se rachète pas. Je pense que ça laisse des blessures extrêmement importantes. Il y a une étude récemment qui disait que les personnes injustement condamnées ont une expectative de vie qui est réduite de 13 ans par rapport à la population normale, même en prenant en compte l'incarcération. Donc, ça vous donne une idée là, des effets que ça peut avoir sur une personne. Maintenant, est-ce que ça peut faire l'objet de poursuites éventuellement? On n'est pas là présentement. On n'a pas réfléchi encore à cette question-là. Dans certains cas, il y a des victimes d'erreurs judiciaires qui vont entamer des poursuites. Mais là, pour le moment, on est toujours dans le processus. On a reçu la très belle nouvelle de l'ordonnance d'un nouveau procès. Et là, on va terminer le dossier avec le DPCP. Comme je vous disais, dans les prochaines semaines, on va sûrement avoir plusieurs discussions. Et on verra par la suite. C'est le genre de choses c'est tellement un long processus
que faut y aller par étapes, puis faut savourer les moments. Les petites victoires. Oui, tout à fait. Ben, c'est que le problème d'une poursuite, c'est encore une fois d'être pogné dans le système encore de nombreuses années. Et oui. Exactement. C'est pour les victimes de rage judiciaire, on le dit souvent, c'est une revictimisation qui se fait dans le cadre des poursuites civiles parce que on reprend encore le processus. Puis là, on explique pourquoi on est victime et pourquoi on a un dommage, alors que, je dirais, dans certains cas, c'est assez évident qu'il y en a. Mais bon. Très intéressant. Maître Saint-Jacques, on vous laisse aller à votre conférence de presse là, qui, je rappelle, se tiendra à 12h30 là, dans quelques minutes. On va assurément vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Et puis, ben, c'est quand même une histoire abracadabrante, Isabelle. Ben, au fait, c'est tellement triste si réellement il est reconnu non coupable. On vient de parler à l'avocat de Daniel Jolivet. C'est fou là, d'avoir perdu autant d'années. D'ailleurs, Isabelle Maréchal lui avait parlé en direct de sa cellule l'automne passé, le 2 octobre 2025, puis il racontait comment il vivait ça en prison, comment c'était pour lui le moral aussi. On l'écoute. Puis là, à chaque fois que je dis que je parle de mon histoire puis tout, comment vous vivez ça, ben moi je dirais difficilement, là, tu sais, mais j'ai un fort caractère. Je me laisse pas faire, je me laisse pas abattre, là, tu sais, je continue. Il y a des journées, c'est sûr que c'est pas drôle, là, tu sais, comme tout le monde, là. On a des hauts puis des bas. Des fois, c'est vraiment des gros bas. Puis je vis dans une cellule de 7 pieds par 11 pieds, pour vous imaginer ça, compter des tuiles à terre, là, puis enlever la place que ça prend pour un bol de toilette, un lavabo, un bureau, puis un lit, puis il reste pas grand place. Fait que c'est ça, c'est très difficile. Mais là, on espère qu'il y a de quoi qui va se produire avec toutes les personnes qui sont de mon côté puis qui ont réalisé. Il y a juste un que le GRCC qui n'ont pas reconnu ça. Toutes les autres, ils reconnaissent ça. Puis tantôt, j'ai eu une conversation avec Maître Saint-Jacques, puis je dis hey, je voulais juste te parler de ça. Il me reste plus de temps d'appel en oui parce qu'on a juste 4 demi-heures d'appel. Je pourrais même plus rappeler nulle part aujourd'hui, à moins qu'ils me donnent la permission avec le téléphone rouge comme qu'ils ont fait pour ça. Là. Puis là, vous m'appelez d'un téléphone rouge en prison, c'est ça, Daniel? Oui, c'est en plein ça. C'est un téléphone spécial parce qu'on a juste 4 demi-heures d'appel par jour. Si on utilise ces 4 demi-heures-là, après ça, on ne peut pas appeler jusqu'au lendemain. Fait qu'imaginez-vous quand tu es en démarche judiciaire, puis ci, puis ça, puis que tu as besoin des fois de 2-3 heures d'appel, puis là, tu vas appeler ta famille aussi pour les tenir au courant, puis tout, puis tu n'as pas le temps. Mais ça, c'est secondaire, ça. C'est le dernier de mes soucis. Quelle horreur! Quand même fou. Et puis, je continue à me poser la question, puis je l'ai posée à l'avocat de M. Jolivet, mais tu sais, tu as passé 33 ans de ta vie en prison, tu n'as pas d'actifs, tu n'as pas de REER, tu n'as pas de fonds de pension. Il y a une question de vivre, là, c'est-à-dire, puis je comprends que c'est pas juste économique, mais à un moment donné, il faut se loger à quelque part. Oui, c'est ça, tu sais, à 68 ans, là, il va peut-être avoir des petits pépins de santé, M. Jolivet également. Donc, tout ce que tu as raté. Ouais. Et tout ce que tu as raté, fou, comme là. ta vie personnelle, les rencontres que tu aurais pu faire, les enfants, c'est lourd. Faut refaire son permis de conduire. La dette humaine aussi est grande. Puis l'espèce de... L'avocat dit, nous, on fait ça pro bono depuis tellement d'années, il faut y croire. Il faut que tu aies la conviction qu'il a été reconnu coupable à tort. Puis là, la tenue d'un procès, ça aussi, ça va nécessiter encore de l'énergie, du temps pour voir le dénouement de tout ça. C'est une histoire vraiment qui remet en doute parfois, qui nous rend un peu cyniques aussi. On verra bien comment tout ça va se goupiller, Isabelle, mais chose certaine, c'était une assez grosse nouvelle pour qu'on en fasse notre une aujourd'hui, en ce vendredi 17 juillet, ouverture des vacances de la construction, mesdames et messieurs. Quel bonheur d'être avec